Bienvenue à tous aux sessions de sagesse du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation. Et quand nous parlons de la relation, j'ai dû faire un effort pour choisir les mots du sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit de relation? Le mot relation évoque l'idée de la famille, de liens proches. Oui, cela inclut cela. Mais alors, qu'en est-il de la relation avec le monde, avec les objets, avec la météo, avec la politique, avec les actualités? Comment nous relions-nous à tout cela? Est-ce que cela fait aussi partie des relations? Donc, trouver le bon mot rien que pour notre titre d'aujourd'hui a demandé un peu de réflexion. Et la raison pour laquelle nous avons choisi le mot relation est qu'il englobe toute l'activité. Maintenant, si nous suivons la séquence de ces sessions de sagesse du dimanche, plus tôt, nous avons parlé des ravages que l'esprit peut causer. Et pourquoi? Il est essentiel que l'intellect intervienne et joue son rôle pour gérer et guider cet esprit. C'est le premier aspect, mais au cours des dernières sessions, nous avons mis en avant l'aspect positif de l'intellect. Comment il renforce notre foi était le premier aspect que nous avons abordé. Ensuite, le deuxième aspect lors de la dernière session concernait l'objectivité. Il nous guide vers une meilleure prise de décision. Il nous permet de rester équanime malgré ce qui se passe à l'extérieur. Il nous prépare aux défis. Mais dans cette session, nous apprenons en quoi l'intellect est crucial pour établir des relations. Maintenant, que signifie se relier? Dans la Bhagavad Gita, il y a tout un chapitre où l'on entre dans l'anatomie et la décomposition d'une action, d'un verbe. Donc, pour accomplir une action, pour faire un verbe, pour faire quelque chose, il y a quelques facteurs. Et j'en ai choisi 3 pour aujourd'hui. Et l'un des facteurs est quelle est la qualité de l'acteur? Quelle est la qualité de la chose sur laquelle on agit? Et puis, la technique de l'action. Si une personne veut fabriquer un beau pot, quelle est la qualité du potier? Pour créer le pot dont il a besoin. Ou elle a besoin de la technique de fabrication de poterie. C'est la même chose avec le fait de se relier et c'est là que nous le tenons pour acquis. Nous tenons pour acquis que se relier, vivre, est quelque chose dont nous sommes naturellement dotés, que nous avons automatiquement comme un don. Mais cela demande de l'habileté, cela demande de l'analyse et cela requiert assurément de l'intellect. Et si nous prenons le temps de développer notre intellect et l'art de se relier, chacune de nos relations peut s'améliorer de façon spectaculaire. Alors, avant de continuer, prenez peut-être un moment pour penser à une relation qui ne se passe pas très bien. Une relation que vous aimeriez affiner. Une relation que vous aimeriez complètement transformer. Peut-être une relation que vous aimeriez résoudre. C'est peut-être une personne. C'est peut-être un objet. Quelle relation aimeriez-vous améliorer? Gardez cela à l'esprit. Et au fil des points que nous allons aborder aujourd'hui, voyons si nous pouvons tirer une vérité de vie, une perspective intellectuelle pour améliorer la qualité de cette relation. Au début, lorsque nous parlons de l'anatomie de la relation, et je vais l'illustrer par un schéma, la relation se compose de 2 aspects. Le premier, c'est vous, le sujet. Sachez que vous êtes le sujet central dans toutes vos relations. L'autre, c'est l'objet, le monde. Donc, sur le schéma, nous avons le sujet et nous avons l'objet. Et selon la façon dont le sujet rencontre l'objet, c'est-à-dire la qualité de notre relation. Maintenant, la relation, c'est exactement cela. C'est une activité. C'est une démarche consciente, délibérée. Une application. Application de quoi? Vous pouvez appliquer votre esprit ou vous pouvez appliquer votre intellect. Mais pour améliorer la qualité de la relation, il y a 3 choses sur lesquelles nous pouvons travailler. La première, c'est comprendre la nature du sujet, c'est-à-dire vous. Et nous allons examiner chaque aspect.
La deuxième, c'est comprendre la nature de l'objet, le monde. La personne, l'objet de la relation. Le troisième aspect, c'est quelle est ma technique? Quelle est ma stratégie? Quelle est la façon dont je vais planifier et exécuter la relation, rencontrer la personne? Quelle est ma technique? Et si les trois, si vous y mettez du vôtre et que vous y consacrez des efforts, vous pouvez assurément améliorer la qualité de la relation. Nous commençons donc par le premier. Chaque être humain unique, qui constitue votre corps entier, quels sont vos constituants? N'importe qui? IMC, corps, esprit, intellect. IMC, corps, esprit, intellect. C'est ça. Autre chose? Esprit et matière. Esprit et matière. D'accord. La matière inclurait donc le corps, l'esprit et l'intellect. Esprit, formidable. Autre chose? Ego. Ego. Oui, l'ego peut être présent. Celui que je vais choisir aujourd'hui, ce sont les vasanas. Ainsi, lorsque nous observons l'être humain, nous sommes familiers avec son corps. Et pour se connaître soi-même, il nous faut comprendre comment fonctionne chacune de nos parties constitutives. Et nous pouvons établir des liens à tous les niveaux de la personnalité. Si l'on considère la couche extérieure de notre personnalité, c'est le corps. Socrate disait, pour commencer la philosophie, pour commencer à se relier, connais-toi toi-même. Aristote disait que se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Donc, nous commençons par le corps. Le corps, c'est ton outil, c'est ton véhicule. Tu peux te relier au corps. Mais si tu ne te relies qu'au corps, nous serons comme des animaux. Ainsi, quand il fait chaud, nous irons vers des endroits plus frais. Quand il fait trop froid, nous irons vers des endroits plus chauds. Nous sommes donc constamment à la merci de ce que ressent notre corps. Le goût que nous aimons, le goût que nous n'aimons pas. Et maintenant, qu'en est-il de l'esprit? Tu pourrais te relier au niveau de l'esprit. L'esprit, c'est là où résident les émotions. Et si quelque chose t'irrite, tu veux t'en éloigner. Tu veux le changer. Si quelque chose te fait peur, t'angoisse, tu veux t'enfuir, tu veux l'éviter. Nous voulons nous en cacher. Et si quelque chose t'apporte du réconfort, de la consolation, naturellement, nous y sommes enclins. Nous sommes attirés par cela. Donc l'esprit a un peu plus de flexibilité que le corps. Le corps est absolument à la merci des éléments. L'esprit, un peu plus de flexibilité. Mais lorsqu'il s'agit de l'intellect, l'intellect a la capacité de s'adapter. Et c'est là que nous avons un avantage sur les animaux. Nous pouvons vivre en Islande. Il y a des êtres humains qui survivent dans le Sahara. On peut être en short et t-shirt en hiver en Suisse. Incroyable. Comment? Parce que les êtres humains ont la capacité de rencontrer le monde avec l'intellect, de s'adapter. Maintenant, c'est là que nous allons un peu plus en profondeur. Et nous avons parlé de cela il y a quelque temps. Mais pour rafraîchir la mémoire, la qualité de notre corps, la qualité de nos émotions et la qualité de notre intellect, pourquoi nous pensons, la façon dont nous pensons, pourquoi nous pensons ce que nous pensons, tout cela vient des graines inhérentes à notre nature. Notre nature inhérente. Et le mot sanskrit pour cela est vasanas. Vasanas est un mot sanskrit qui vient de la racine vas, qui signifie parfum, fragrance. C'est donc l'essence de ce que vous êtes, c'est votre parfum. C'est ce dont vous êtes fait. Ainsi, chacun de nous possède ses propres graines individuelles appelées vasana. Maintenant, c'est plus subtil que l'intellect. Et c'est pourquoi, dans le schéma, on va à l'intérieur plus profondément que l'intellect, car cela produit la qualité de l'intellect, de l'esprit, du corps. Et selon les vasanas, ainsi va votre personnalité. Si vous avez des vasanas liés à la musique, vous trouverez la musique dans votre façon de penser. Vous pensez en musique. Vous voyez certains de ces grands artistes. Ils ont l'oreille absolue.
Vous jouez une note et ils savent, ils diront do dièse. Comment? Comment savent-ils cela? Et ils l'entendent dans la nature, peut-être une goutte. Ils disent si bémol. Quel talent! Mais ils pensent, ils ressentent en musique. Et naturellement, ils chantent, ils jouent d'un instrument. Ils sont attirés par la musique, en raison de leurs vasanas musicaux. Mais tout comme il peut y avoir des personnes qui ont l'oreille absolue, il peut y en avoir qui sont complètement sourdes au son. Peu importe ce qu'ils entendent, le nombre de cours de musique qu'ils suivent, ils n'ont absolument aucun talent musical. Pourquoi? Pas de vasana. Et selon vos vasanas, votre nature l'est aussi. Et nous constatons que cela est présent dès l'enfance. C'est ce qui est inhérent dès la naissance. Et nous pouvons sans aucun doute y travailler. Nous pouvons les améliorer. Nous pouvons en atténuer certaines. Nous pouvons en encourager d'autres. Mais elles sont là. Ces graines sont là. C'est une question de savoir lesquelles nous négligeons et lesquelles nous favorisons. Mais les vasanas sont présents dès la naissance. C'est important à savoir car nous pouvons commencer à nous évaluer et à nous comprendre. Nous sommes capables de voir nos limites. Nous sommes capables de voir nos faiblesses. Nous sommes capables de voir nos forces. Donc, lorsque nous parlons de notre relation au monde, vous pouvez avoir une stratégie magnifique. Vous pouvez très bien comprendre votre adversaire, mais vous n'avez fait aucune auto-analyse. Nous ne savons pas de quoi nous sommes capables. Nous ne savons pas, je suis perdu. Notre force, nous ne connaissons pas notre capacité. Donc, la relation ou la rencontre avec l'adversaire n'est pas à la hauteur. Et c'est pourquoi. Comprendre notre nature et aller plus en profondeur. Rayonner au-delà des sens du corps et de ses préférences, au-delà des goûts, des aversions et des désirs de l'esprit, jusqu'à l'intellect. Et l'intellect a la flexibilité, l'intellect a la capacité de vous permettre de comprendre l'immensité. À travers l'expression, à travers la façon dont nous voyons cela se manifester, l'intellect peut le comprendre, puis commencer à exploiter la force, à protéger la faiblesse ou à renforcer la faiblesse. Si nous nous comprenons d'abord nous-mêmes, nous allons plus en profondeur. Nous commençons à passer de victimes des circonstances à maîtres des circonstances. Nous commençons à transformer un défi en une opportunité. Comme on dit souvent au pays des aveugles, les borgnes sont les rois. Le borgne est roi. Au pays des aveugles, le borgne est roi. Et l'idée, c'est que la personne qui utilise l'intellect, ils ont un avantage supérieur sur les autres parce qu'ils peuvent évaluer, s'adapter, faire face à la situation. Mais avoir les deux yeux ouverts, c'est quand on atteint le niveau le plus profond de sa personnalité. C'est quand on sait exactement qui l'on est. Donc, lorsque vous êtes clair sur votre objectif dans la vie, sur votre rôle dans la vie, sur les valeurs que vous souhaitez incarner, la vie devient simple. Les choix que vous devez faire, la façon dont vous vous reliez aux autres, tout découle de cette clarté. Je sais ce que je veux. Je sais quel genre de personne je veux être. Je sais quel genre de personne je suis. Et lorsque vous avez cette clarté, vous affrontez le monde en conséquence. Ainsi, vous saurez à quoi vous dites oui. Vous saurez ce que vous encouragez chez les autres, ce que vous découragez. Vous serez clair. Mais la clarté absolue, c'est lorsque vous vous comprenez complètement. Et quel est cet état? N'importe qui. État de conscience. État de conscience. D'accord. Éveil. Éveil à quoi? À quoi nous éveillons-nous? La pleine réalisation de soi. Réalisation de soi? Et parfois, nous devons décomposer les mots, car lorsque nous disons les mots ensemble, réalisation de soi, illumination, réalisation de Dieu, cela perd de son impact.
C'est lorsque vous réalisez que ce que vous êtes, essentiellement, c'est le soi, avec un S majuscule, l'esprit intérieur, au-delà des vasanas. C'est votre véritable personnalité. Les vasanas vont et viennent. Les vasanas disparaissent, espérons-le. Nous les minimisons. Le corps, l'esprit, l'intellect, tout change. Nous sommes essentiellement le soi. Maintenant, si vous savez que vous êtes le soi, que vous êtes l'esprit, si vous comprenez et vous identifiez à cela, imaginez la clarté. Nous devenons tellement clairs sur nos priorités. Nous devenons clairs sur ce qui nous affecte et ce qui ne nous affecte pas. J'ai rencontré un homme la semaine dernière qui me racontait comment Vedanta l'avait aidé à traverser une série d'opérations très délicates. Et il m'a dit, quelle était la pensée qui lui avait permis de surmonter cette épreuve? C'est vous qui l'avez rendu si paisible tout au long du processus? On pensait que ce n'était que le corps. Ouah! Pouvez-vous imaginer cette partie du monde? Je suis à Genève aujourd'hui et à notre siège social. C'est en fait là que notre travail international a commencé. Et ce monsieur dit, ce n'est que le corps. Quel état d'esprit? Mais on ne peut avoir ce genre de conviction que dans certaines conditions. On ne peut avoir ce genre de détachement que si l'on comprend que l'essence de ce que nous sommes, c'est le soi. Il n'a pas encore réalisé le soi, mais il est sur le chemin. Et même le simple fait d'être sur ce chemin vous donne, dans une certaine mesure, une immunité face à ce que traverse le corps. Maintenant, il s'agit d'avoir cette clarté en commençant par savoir qui l'on est. C'est donc important. Nous pouvons donc continuer à travailler à affiner notre connaissance de nous-mêmes. La deuxième partie est de quoi sont faits les autres? Leur propre vasana. Chaque personne, chaque aspect du monde a sa propre nature. Vasanas. De même que nous avons nos propres vasanas, nous avons notre vasana pour le développement personnel, pour la philosophie. Nous avons des vasanas pour le sport, pour les affaires. Les autres ont aussi leur propre vasana. Mais c'est la partie que nous oublions. Il est vrai que chacun a son propre tempérament unique. Chaque aspect du monde a sa propre nature. L'erreur que nous faisons habituellement, c'est de chercher une partie du monde ou une personne qui a exactement la même nature que la nôtre. Celle qui complète et correspond à la nature que nous avons. Mais cela est impossible. Aucune personne, aucune paire de personnes ne peut avoir le même esprit, aucune paire de personnes ne peut avoir les mêmes vasanas. Chaque personne est différente. Mais que faisons-nous? Nous rencontrons quelqu'un et ce que nous essayons de faire, c'est de le convaincre de suivre notre propre nature. C'est impossible. Ils ont leur propre graine, leur propre nature. Et vous pouvez essayer de l'imposer à quelqu'un d'autre. Au final, il y aura une rébellion parce que ce n'est pas leur nature. Et c'est là que le conflit apparaît. À partir de la simple compréhension, dès le début, d'attendre des autres qu'ils fonctionnent selon notre propre nature. C'est donc ici que nous passons à l'objet, au monde. Nous utilisons notre intellect pour commencer à radiographier et voir quelle est la qualité de, cela peut être le pays, cela peut être ce gouvernement, cela peut être cette personne. Et lorsque nous commençons à radiographier et que nous découvrons la nature, les caractéristiques qui composent vous, ce pays, cette communauté, cette personne. Cette personne en particulier pourrait être un membre de la famille. Alors nous devenons clairs sur ce que nous pouvons attendre de cette personne. Nous clarifions donc notre propre nature et maintenant la nature de l'autre personne. Alors, qu'en est-il de la technique? Où intervient la technique? Nous pouvons nous identifier à la nature d'une autre personne. Et c'est là que je vous pose la question. Dans les relations d'aujourd'hui, que recherchent les gens? Par exemple, si vous demandez, jeunes de la génération Z, quel genre de relation recherchez-vous?
Qui souhaitez-vous comme partenaire? Que vont-ils dire? Quelqu'un qui répond à leur goût? Quelqu'un qui répond à leur goût? Oui. Quelqu'un qui leur donnera la liberté sans rien attendre en retour. Gratuit. En lui, aucun engagement. Si j'ai besoin de toi, tu viens. Et si je n'ai pas besoin de toi, tu ne viens pas. Quelque chose Comme ça. Ça ressemble à, vous savez, et c'est ce que nous observons dans les relations. On dirait que nous attendons cela de chaque personne que nous rencontrons. Nous attendons cela des parents. Nous attendons cela de nos partenaires. Nous voulons tous les avantages, sans les inconvénients, sans entretien. Impossible. C'est pourquoi, même si l'on observe des relations entre les gens, on ne constate pas de relations à long terme. Ils sont de moins en moins nombreux. Si je rencontre un couple marié depuis 25 ou 30 ans, je leur dis « Félicitations ». C'est inspirant car il faut énormément de compréhension pour qu'une relation fonctionne. Et il faut aussi beaucoup d'altruisme pour comprendre l'autre aspect de la question, celui de voir une personne obtenir ce que vous désirez. Nous constatons, et cela ne concerne pas seulement cette génération, que tout le monde recherche la compatibilité. Cette personne est-elle compatible? Cette personne est-elle faite pour moi? Cette personne va-t-elle satisfaire tous mes désirs? Et jamais nous ne nous posons la question « Suis-je fait pour elle ?» Parce que, naturellement, eux aussi entrent dans une relation pour répondre à leurs propres besoins. Nous ne considérons pas les choses du point de vue de l'autre personne. Nous ne nous demandons pas ce qu'ils veulent, nous ne le voyons que de notre propre point de vue. Mais il ne s'agit pas de compatibilité. La compatibilité n'est pas une garantie que la relation va fonctionner. Léon Tolstoï a écrit que ce qui est véritablement essentiel pour qu'un mariage heureux fonctionne, ce n'est pas tant la question de la compatibilité entre deux personnes dans la vie de tous les jours, mais la façon dont vous gérez l'incompatibilité. Vous pouvez rencontrer une personne qui est compatible avec vous à 90%. Parfait. Mais naturellement, puisque chaque personne est différente, il y a une variation de 10%. Et dans ces 10%, nous ne sommes pas capables de gérer l'incompatibilité. Alors nous nous plaignons, nous faisons tout un drame et nous gâchons la relation. Donc il ne s'agit pas de savoir à quel point vous êtes compatible, parce que dans les domaines où vous êtes compatible, il n'y a aucun effort à fournir. L'effort dans la relation consiste à gérer les domaines de différence, à gérer l'incompatibilité. Et voilà, vous pouvez être en désaccord, mais cela n'a pas à mener à une confrontation ou à une dispute. Et peut-être qu'au sein de la société, nous avons perdu l'art du débat. Nous avons perdu l'art du discours et de la discussion où l'on peut présenter un point de vue sans s'emporter. Mais écouter et entendre le point de vue de l'autre, à quel moment cela devient-il un argument, une confrontation? C'est lorsque nous essayons d'imposer notre point de vue à l'autre ou inversement. Mais entendre le point de vue d'une autre personne peut être instructif, éclairant, donner une vision plus complète, ajouter du contexte. Maintenant, lorsqu'il s'agit des animaux, nous n'avons aucun problème. Nous voyons clairement la nature des animaux. Et parce que nous avons compris les vasanas d'un animal en particulier, notre comportement est approprié. Nous abordons l'animal en fonction de sa nature. Je vais vous donner un exemple. Comment rencontreriez-vous un chiot? Si vous avez un Golden Retriever et des chiots, comment interagiriez-vous avec eux? Comment les rencontreriez-vous? Smita? Comment prendriez-vous soin de ces chiots? Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Bref, c'est long. Vous donnez donc beaucoup d'affection. Ils veulent être toujours avec toi.
J'ai l'expérience d'avoir séjourné au Kenya avec ces chiots Golden Retriever. Et ils viennent simplement, même si j'étudie ou que je travaille à l'ordinateur, ils viennent et restent à mes pieds. Alors, comment interagissez-vous avec eux? Vous pouvez les prendre dans vos bras. Vous pouvez leur donner de l'affection. Vous pouvez les câliner. Mais comment interagiriez-vous avec un tigre? À distance. À distance. Vous pouvez admirer le tigre? Vous pouvez apprécier le tigre. Ceux d'entre vous qui ont vu des tigres dans la nature savent à quel point ils sont majestueux, magnifiques. Vous l'appréciez. Mais vous n'iriez pas vers le tigre en disant « Viens ici, Minou, 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 viens ici ». Et vous ne tiendrez pas le tigre dans vos bras. Sinon, vous risqueriez de revenir avec quelques membres en moins. Pourquoi? Parce que, vous comprenez, le tigre sait ce qu'est de la viande fraîche. Et parce que vous avez une évaluation claire du tigre, vous savez exactement comment vous comporter avec lui. Vous savez comment vous comporter avec le chiot. Vous savez comment vous comporter avec le porc-épic qui est piquant, on ne peut pas le toucher. Vous savez comment vous comporter avec un agneau. Donc, avec les animaux, nous savons très bien quel doit être notre comportement car les animaux ont des vasanas collectifs. Ils correspondent à un moule particulier. Et comme ce moule est cohérent, nous savons à quoi nous attendre. Et notre comportement dépend de notre compréhension de cette espèce, de cette race. Mais avec les êtres humains, nous nous retrouvons dans toutes sortes de situations compliquées. Et la raison, c'est que nous n'évaluons pas chaque être humain de façon unique. Avec les êtres humains, voici le défi. Nous n'avons pas de vasana collectif. Ce n'est pas que tous les êtres humains sont pareils. Parfois, c'est possible. Par exemple, si vous êtes dans cette partie du monde, Suisse, Allemagne, si vous dites « Nous partons à 3 heures », n'oubliez pas que 13, votre hôte, votre train express, et votre avion de ligne partiront précisément à 3h13. Si vous dites cela, peut-être plus à l'est vous allez. L'Inde s'est beaucoup améliorée. Mais à un certain moment, si vous disiez 3h30, c'est plutôt une approximation du matin ou de l'après-midi en journée. Est-ce avant l'heure du thé ou après l'heure du thé? Et c'est quelque chose qui m'a étonné. Tout est souvent en référence à la nourriture. Est-ce avant le déjeuner ou après le déjeuner? Et c'est une notion flexible. Et voilà. Donc oui, on pourrait généraliser d'une certaine manière, mais si vous voulez que la relation soit parfaite, évaluez la personne en face de vous. Connaissez la personne en face de vous afin de pouvoir aligner vos attentes en conséquence. Mais maintenant, avec les êtres humains, vous pourriez avoir une personne qui est un tigre. Maintenant, tu y vas et tu embrasses le tigre et tu te fais mal. Tu te fais attaquer. Tu ne blâmes pas la personne. Tu dois blâmer ton évaluation. Qu'est-ce que tu fais à enlacer un tigre? Il y a des tigres parmi les êtres humains? Il y a des chiots parmi les êtres humains. Donne-leur ton affection. Il y a des serpents parmi les êtres humains. Fais attention, ils mordent. Il y a des caméléons. Si tu vois une couleur, tu en vois une autre. Mais comme nous n'évaluons pas les êtres humains de manière unique en fonction de leur nature particulière, nous sommes blessés, déçus, rejetés. Mais écouter et entendre le point de vue de l'autre, à quel moment cela devient-il? Un argument, une confrontation, c'est lorsque nous essayons d'imposer notre point de vue à l'autre, ou vice-versa. Mais entendre le point de vue d'une autre personne peut être instructif, éclairant, donner une vision plus complète, ajouter du contexte. Maintenant, lorsqu'il s'agit des animaux, nous n'avons aucun problème. Nous voyons clairement la nature des animaux. Et parce que nous avons compris les vasanas d'un animal en particulier, notre comportement est approprié. Nous rencontrons l'animal selon sa nature. Je vais vous donner un exemple. Comment accueilleriez-vous un chiot?
Si vous avez un Golden Retriever et que vous avez des chiots, comment vous comporteriez-vous avec eux? Comment les accueilleriez-vous? Smita, de quelle manière t'occuperais-tu de ces adorables chiots? Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Peu importe, c'est faux. Donc vous donnez beaucoup d'affection. Ils veulent toujours être avec vous. J'ai l'expérience d'avoir été au Kenya avec ces chiots Golden Retriever. Et ils viennent simplement, même si j'étudie ou que je travaille à l'ordinateur, ils viennent et restent à mes pieds. Alors, comment interagissez-vous avec eux? Vous pouvez les prendre dans vos bras, vous pouvez leur donner de l'affection, vous pouvez les câliner. Mais comment vous comporteriez-vous avec un tigre? À distance, vous pouvez admirer le tigre, vous pouvez apprécier le tigre. Tous ceux d'entre vous qui ont vu des tigres dans la nature, si majestueux, si magnifiques, vous les appréciez. Mais vous n'iriez pas vers le tigre en disant « Viens ici, Minou, 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 viens ici ». Et vous ne prendriez pas le tigre dans vos bras. Sinon, vous reviendriez avec quelques membres en moins. Pourquoi? Parce que, vous comprenez, le tigre sait ce qu'est de la viande fraîche. Et parce que vous avez une évaluation claire du tigre, vous savez exactement comment vous comporter avec le tigre. Vous savez comment vous comporter avec le chiot. Vous savez comment vous comporter avec le porc-épic qui pique, on ne peut pas le toucher. Vous savez comment vous comporter avec un agneau. Donc, avec les animaux, nous sommes très clairs sur la façon dont notre comportement doit être, parce que les animaux ont des vasanas collectifs. Ils correspondent à un certain modèle, et comme ce modèle est cohérent, nous savons à quoi nous attendre. Et notre comportement dépend de notre compréhension de cette espèce, de cette race. Mais avec les êtres humains, nous nous retrouvons dans toutes sortes de situations compliquées et la raison en est que nous n'évaluons pas chaque être humain de façon unique. Avec les êtres humains, voici le défi. Nous n'avons pas de vasana collectif. Ce n'est pas que tous les êtres humains sont pareils. Parfois, c'est possible. Par exemple, si vous êtes dans cette partie du monde, en Suisse, en Allemagne, si vous précisez explicitement que nous partons à 15h13 précises, alors votre hôte, votre train ou même votre avion partiront exactement à 15h13. Si vous dites cela, peut-être qu'en allant plus à l'est, l'Inde s'est beaucoup améliorée, mais à un certain moment, si vous dites 15h30, c'est plutôt une approximation du matin ou de l'après-midi en journée. N'est-ce pas? Avant l'heure du thé ou après l'heure du thé? Et c'est quelque chose qui m'a étonné. Tout est souvent référencé à la nourriture. Est-ce avant le déjeuner ou après le déjeuner? Et c'est une notion flexible. Et voilà. Donc oui, on pourrait généraliser d'une certaine manière, mais si vous voulez que la relation soit parfaite, évaluez la personne en face de vous. Connaissez la personne en face de vous. Ainsi, vous pouvez aligner vos attentes en conséquence. Mais maintenant, chez les êtres humains, il peut y avoir une personne qui est un tigre. Maintenant, vous y allez, vous enlacez le tigre et vous vous blessez. Vous vous faites attaquer. Vous ne blâmez pas la personne. Vous devez blâmer votre propre évaluation. Qu'est-ce que vous faites à enlacer un tigre? Il y a des tigres parmi les êtres humains. Il y a des chiots parmi les êtres humains. Donnez-leur votre affection. Il y a des serpents parmi les êtres humains. Faites attention, ils mordent. Il y a des caméléons. Vous voyez, c'est une couleur. Vous en voyez une autre. Mais parce que nous n'évaluons pas les êtres humains de façon unique selon leur nature particulière, nous nous blessons, nous sommes déçus, totalement rejetés, profondément trahis. À qui la faute?
Ce n'est pas la faute de l'autre personne car elle agit selon sa nature, tout comme vous agissez selon la vôtre. C'est notre faute de ne pas comprendre la nature de l'autre personne. Mais Sudhakar, je lui ai fait confiance. Pourquoi as-tu accordé ta confiance à une personne qui n'est pas digne de confiance? Mais il faut bien faire confiance. Non, tu n'es pas obligé de faire confiance. Si tu dois faire confiance, fais-le à une personne digne de confiance. Ou bien, existe-t-il une façon de faire confiance sans avoir besoin de la confiance? Dans le sens où tu as un système, tu as des protocoles. Donc, par exemple, nos documents de voyage comme nos passeports. Lorsque nous voyageons, la petite somme d'argent liquide que nous avons pour nos déplacements. Quel que soit l'endroit précis où nous nous trouvons, ou peu importe la personne qui nous accueille pour la nuit, nous les gardons toujours sous clé. Maintenant, peux-tu dire « Oh, je l'ai laissé sur la table et ensuite tu vas te plaindre à l'hôtel. » Le service de ménage. Je pense que le service de ménage a pris mon portefeuille, mon téléphone. Ne laisse pas la place à cela. Donc, ce n'est pas une question de faire confiance ou non. Tu ne mets personne dans une position où tu aurais besoin de le faire. Tu n'as pas rencontré la personne, tu ne la connais pas. Donc, ce que tu fais dans ce cas-là, c'est te mettre dans une situation où tu n'as pas à être à la merci de la nature d'une autre personne. Mais cela demande de la réflexion, cela demande de l'analyse. Exactement. Nous faisons cela avec la météo. Si tu viens en Inde en juin, juillet, août et que tu te dis « Hémisphère nord, on attend un bel été ». Je viens en Inde. Et tu arrives là-bas avec tout ton enthousiasme. « Oh, je vais voir Rishikesh et je vais te rendre visite sous Dakar à la Vedanta Academy. » Je dis « Oui, viens s'il te plaît. » Et puis tu arrives et il pleut. Tu n'as pas apporté de parapluie. Tu n'as pas apporté de bottes en caoutchouc. Et chaque jour, il pleut. Et tu sors chaque jour en disant « Mais c'est quoi cet été ?» En Inde, en juillet, août, il va pleuvoir et pleuvoir parce que c'est la mousson. Différentes régions de l'Inde, intensité de mousson différente. Donc, nous évaluons la météo et nous faisons nos bagages en conséquence. Si tu pars en t'attendant à du soleil parce que c'est l'été, tu seras déçu. Mais la déception t'incombe car tu n'as pas compris la météo de l'Inde à cette période. Il peut certes y avoir quelques fluctuations bizarres. Un soleil éclatant pendant quelques jours, ça arrive, mais c'est une exception. C'est pareil, tu pourrais croiser un tigre inoffensif passant juste à côté de toi. C'est une rare exception. La nature est cohérente. Alors, quel est notre rôle? Notre rôle est de commencer à utiliser la technique de la relation. Et ce que nous faisons lorsque nous nous relions, c'est que nous nous relions avec l'esprit. Donc, si nous regardons le schéma corps, esprit, intellect, l'esprit perçoit les gens, les situations, les objets et les personnes à travers ses préférences et aversions. Donc, il ne voit pas la personne pour ce qu'elle est, pour sa nature. Il voit ce qu'il aimerait voir. Et nous faisons cela en particulier avec nos proches. C'est comme si nous réservions le pire traitement et les attentes de vouloir qu'une personne soit différente de ce qu'elle est à ceux que nous aimons le plus. Et nous disons quoi? J'aimerais que la personne soit comme ça. J'aimerais que mon partenaire soit plus compréhensif. J'aimerais que mon fils s'intéresse au Vedanta. Vous dites, mais n'est-ce pas un bon désir? N'est-ce pas un désir sain? Ce n'est pas un désir sain s'ils ne sont pas intéressés. Vous les éloignez du sujet. Alors, quelle est la bonne façon de se relier? La façon de se relier à une personne, c'est de comprendre sa nature en fonction de ce que vous avez observé, en fonction des données. Et c'est le rôle de l'intellect.
L'intellect observe, et c'est là l'objectivité, l'intellect observe les qualités de la personne, la nature de la personne, personne agressive, personne vicieuse. D'accord, Tigre? Très bien. Alors comment dois-je interagir? Ainsi, au lieu de voir la personne telle que nous voudrions qu'elle soit, nous commençons à la voir telle qu'elle est. L'exercice visant à mobiliser et à développer cette intelligence ou à l'utiliser dans nos relations s'appelle l'évaluation. Et la suggestion est pour établir des relations sur divers sujets, comme les personnes, telles que le gouvernement, l'entreprise ou le marché dans lequel vous évoluez. Ce que vous voulez. Choisissez ceux avec quoi vous souhaitez mieux interagir. Prenons une personne pour l'instant. Et je recommanderais de faire cela pour les personnes clés avec lesquelles vous interagissez au quotidien. Cela pourrait être votre partenaire. Cela pourrait être chacun de vos enfants. Parce que chaque enfant a besoin d'une stratégie différente, d'une relation différente. Mais aussi chaque employé, chaque partenaire commercial. Donc, pour les personnes avec lesquelles vous êtes en contact rapproché, faites-le peut-être dans un carnet avec un stylo et du papier et pour chaque personne, faites un tableau. Cela pourrait être votre partenaire. Inscrivez donc le nom de votre partenaire en haut et, sur le côté gauche, notez toutes les qualités observées de votre partenaire. Maintenant, voici la chose. Nous avons les données. Concernant notre partenaire, nous avons plus qu'assez d'informations à son sujet. Vous êtes marié depuis 5 ans, 10 ans, même si cela ne fait qu'1 an, vous avez déjà trop de données sur votre partenaire. Le problème n'est pas le manque de données, c'est le manque d'évaluation de ces données. Et sur le côté droit, en allant respectivement pour chaque qualité observée, notez quelle est votre stratégie de relation pour cette qualité. Donc, vous écririez « Mon partenaire ». Mon partenaire est un excellent organisateur. Stratégie de relation. Voyons si nous pouvons l'amener à faire davantage ou à prendre en charge davantage la planification de certains aspects de la famille. Mon partenaire est un excellent chef. Mon partenaire a la mèche très courte. Juste comme ça. Explose, personnalité explosive. D'accord, donc vous notez toutes ces différentes caractéristiques que vous pouvez indiquer. Mon partenaire est ponctuel. Mon partenaire n'est pas ponctuel. En fait, tout le temps, le partenaire a 30 minutes de retard. Maintenant, lorsque vous notez toutes ces qualités observées, et je vais vous donner un exemple ici. L'idée de cette liste n'est pas de juger l'autre personne et s'il vous plaît, ne montrez pas cette liste à votre partenaire ni à votre enfant. Vous aurez vraiment des ennuis si vous leur montrez parce qu'ils diront « Ah, c'est ce que tu penses de moi, hein? » Mais non, ne leur montrez pas. Parce que l'idée n'est pas de les critiquer, ni de les mettre dans l'embarras, mais c'est pour vous aider à mieux les comprendre. Et en l'écrivant, cela clarifie les choses, cela vous permet d'accepter ce qui est là. Très bien, et je vais vous montrer un tableau ici où nous avons toutes les différentes qualités observées. Maintenant, quelle sera ma stratégie relationnelle? Donc, par exemple, si mon partenaire est gentil, attentionné, si telle est la nature de mon partenaire, quelle sera ma stratégie relationnelle? Je dois faire preuve de gentillesse. Je dois être reconnaissant. Je dois être ouvert à l'attention qu'on me porte. Si le partenaire est calme, je peux faire confiance à cette personne. Je peux être patient avec elle. Si la personne est honnête, directe, alors moi aussi, de mon côté, je dois être clair. Soyez direct avec eux. Face à quelqu'un de discipliné, je dois interagir de façon structurée. De la même manière, si la personne n'est pas ponctuelle, je dois prévoir une marge pour son manque de ponctualité. Je dois prévoir un peu de temps supplémentaire. Donc, si je leur dis 18 heures et qu'ils ont généralement une demi-heure de retard, alors peut-être que je dois changer cela et leur dire 17h30.
Et puis, quand votre partenaire arrive à 18 heures, au lieu de vous disputer, de crier, de demander pourquoi tu es en retard, je t'avais dit ça, je t'ai envoyé un message parce que vous avez compris le partenaire. Vous saviez exactement comment vous y prendre, mais au bout d'un moment, votre partenaire commence à s'en rendre compte. Tu me dis toujours une demi-heure plus tôt que l'heure à laquelle on doit partir, je ne vais plus le faire, je le sais. Alors, que faites-vous? Alors dites-leur une heure plus tôt. Comme ça, vous pouvez jouer avec ça. Ou, si vous savez que vous allez partir à une heure précise, informez les personnes que vous allez rencontrer. Écoutez, on va probablement avoir une demi-heure de retard. Et rien que cette préparation change la nature de la situation. Les gens dans le monde de l'entreprise se plaignent de devoir gérer des personnes égoïstes sur leur lieu de travail. Mais si nous évaluons qu'une personne est égoïste, ce sont les personnes les plus faciles à gérer. Comment se comporter avec des personnes égoïstes? Flattez-les. Donnez-leur du crédit et ils deviendront vos meilleurs amis. Vous obtenez le résultat souhaité. Comment? Simplement en comprenant leur langage. Ce dont ils ont besoin pour comprendre, pour établir une relation. Maintenant, si vous parlez logique à une personne émotionnelle, elle ne vous suivra pas. Et si vous parlez émotion à une personne logique, elle ne vous suivra pas non plus. Nous devons comprendre la nature de l'autre personne et nous adapter en conséquence. C'est cela, le langage. Cela veut-il dire que nous acceptons tous les comportements, toutes les natures? Écoutez, si vous pouvez changer la nature d'une autre personne, si vous pouvez changer la nature d'un objet, la nature d'une situation dans laquelle vous vous trouvez, alors changez-la par tous les moyens. Mais ce qui ne peut pas être changé, ce qui ne peut pas être guéri, doit être enduré. Mais cela n'a pas besoin d'être une endurance pénible. Il ne s'agit pas de tolérer en se disant « Oh là là, encore cette personne ». Il s'agit d'accepter que la nature des gens soit différente. Et dans cette acceptation de ce que vous ne pouvez pas changer, il peut y avoir de la sérénité. Reynald Niebuhr. Il a écrit la prière de la sérénité et dans celle-ci, il dit « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Et c'est exactement cela. Donc, ce que nous pouvons changer, changeons-le par tous les moyens. Mais maintenant, si vous essayez de changer votre partenaire depuis 15 ans, il est peut-être temps de nous changer nous-mêmes et de changer nos attentes envers cette personne. La nature met beaucoup de temps à changer. Elle ne change pas à 90 degrés. Elle ne change pas du jour au lendemain. L'idée des vasanas, c'est qu'il faut énormément d'efforts pour changer. Et voici le point important. Vous ne pouvez pas changer les vasanas d'une autre personne. C'est à eux de changer. Quand ils seront prêts, s'ils veulent changer. Donc, au lieu d'essayer sans cesse de changer le monde, de le déplacer et de modifier les choses autour de nous, il serait peut-être plus facile de nous changer nous-mêmes et de changer notre approche. Et la façon dont nous rencontrons le monde qui est devant nous. Au lieu de l'aborder comme nous voudrions qu'il soit, acceptons sa nature et adaptons-nous ensuite. Et il se peut même que vous appréciez la pluie. Prenez un parapluie. En fait, là où se trouve l'Académie de Vedanta, c'est une mousson constante. Il pleut et il pleut. Mais c'est en réalité une période magnifique pour visiter. C'est vert et il y a des cascades. Et comme nous sommes loin de la ville, la pluie est chaude et pure. C'est magnifique. Donc, les gens viennent en fait à cette période dans cette région pour profiter de la beauté de cette atmosphère de forêt tropicale, cette ambiance nuageuse mais mystique. Donc, vous pouvez même l'apprécier. Et il y a un exemple que Swamiji donne dans le livre « La chute de l'intellect humain » sur lequel ces conférences sont basées.
Dans cette série et dans cette section, il parle d'une histoire. C'était lorsque l'auteur Swamiji, en 1939, donc à l'âge de 12 ans, et souvenez-vous, il s'en souvient si vivement que c'est imprimé et je le partage avec vous aujourd'hui. Il est dit qu'en 1939, c'est une journée d'été torride, 44 degrés Celsius à Chennai. Et il y a un groupe de garçons dans une salle de classe, y compris Swamiji. Et ils s'éventent tous, ils ont tellement chaud. Leurs vêtements leur collent à la peau. Il fait tellement chaud, tellement inconfortable. Et le professeur entre et il voit tous les garçons dans un tel inconfort en train de s'éventer. Il voit cette scène et il appelle les garçons qui sortent de la salle de classe pour aller dans la cour ouverte. Et il n'y a pas de toit. Il fait un soleil de plomb, 44 degrés Celsius. Et tous les garçons se demandent ce que fait ce professeur. Pourquoi? Pourquoi nous a-t-il amenés dans la cour ouverte? Il fait tellement chaud ici. Et le professeur commence un discours dont l'auteur se souvient et que je partage avec vous aujourd'hui. Il dit, les garçons, n'est-ce pas une magnifique journée d'été? Et ils ont tous pensé que ce professeur avait perdu la tête. Peut-être un coup de soleil. La chaleur a finalement eu raison de lui. Mais l'auteur a prêté attention car ce qu'il a dit ensuite a eu un tel impact dans sa vie. Il a dit « La beauté de l'été, c'est sa chaleur. La beauté du vent d'hiver, c'est son froid mordant. La beauté de l'automne, ce sont les feuilles qui changent, selon la partie du monde où l'on se trouve. La beauté du printemps, c'est cette effervescence de la vie. La beauté de toute chose réside dans sa nature. Et c'est ainsi. Mais nous voulons que l'hiver soit chaud. Nous voulons que l'été soit frais. Nous voulons changer la nature de quelque chose pour qu'elle devienne ce qu'elle n'est pas. Au lieu d'accepter peut-être que la beauté de cette chose, c'est justement la chose elle-même. La beauté du sucre, c'est sa douceur. La beauté du sel, c'est sa salinité. Mais ne peux-tu pas avoir un sucre sucré, un sel sucré, un sucre salé? La beauté de toute chose réside dans sa nature. Mais une personne à la peau claire veut bronzer. Une personne à la peau foncée veut être claire. Pourquoi essayons-nous de changer la nature des choses? Nous déjeunions à Zurich avec notre hôte qui avait passé quelque temps en Espagne. Il avait donc un joli teint hâlé et la serveuse, une Suissesse, lui dit « Oh, vous avez un beau bronzage, un joli teint. » Et il répond « Mais qu'en est-il de mes amis là-bas? » Et elle dit « Non, eux, c'est naturel chez eux. Naturellement, ils sont parfaits. » Donc elle disait « Et c'est ça. » C'est comme si la beauté de toute chose réside dans ce que l'on a. Mais comment se fait-il que notre esprit nous pousse à vouloir ce qu'il n'a pas? La beauté de l'hiver, c'est le froid. La beauté de l'été, c'est sa chaleur. Et si l'on va un peu plus loin, on peut même penser que la beauté de mon partenaire, c'est son côté râleur. Comme il ou elle râle avec grâce et persévérance. Il ou elle n'abandonne jamais. C'est la vraie Shraddha. Ils vont jusqu'au bout. La beauté de toute chose, c'est sa nature. Si tu te réveilles tous les matins et que tu t'attends à ce que ton partenaire accourt en disant « Oh chérie, je suis tellement content que tu sois réveillée. » Voici ta tasse de thé. Tu dois comprendre que ce n'est pas ton partenaire. Tu n'es pas dans la bonne maison. Et si tu te réveilles le matin, que tu demandes une tasse de thé et que ton partenaire te répond « Suis-je ton domestique? Va te faire ton thé toi-même. » Alors tu comprends, voilà mon partenaire. Je suis dans la bonne maison. L'évaluation est la clé. Et tout ce que c'est voir les choses telles qu'elles sont.
Donc, si tu regardes ce schéma, tu vois que si tu fais une mauvaise évaluation ou que tu n'évalues pas du tout, tu t'attends à ce qu'une personne non ponctuelle soit ponctuelle, tu as une attente déraisonnable. Pourquoi est-ce déraisonnable? Parce que la personne n'en est pas capable. Elle n'a pas cette nature. Elle a une nature non ponctuelle. Elle aura besoin de beaucoup de soutien, de rappel pour être ponctuelle. Tu t'attends à ce qu'un tigre soit un chiot. Ce n'est pas possible. Et donc, nous sommes déçus, stressés. Mais maintenant, faisons le chemin inverse. Et c'est là tout l'art de la relation. Si tu as une interaction négative avec quelqu'un, une situation stressante, au lieu d'essayer de le corriger, au lieu d'essayer de le changer, au lieu de détourner et de blâmer l'autre personne, regardons à l'intérieur de nous avec notre intellect et voyons quelle était mon attente déraisonnable. Ah, je m'attendais à ce que cette personne soit réceptive à mes retours. Mauvaise évaluation. Ils sont égoïstes? Ils ne voudront pas de retour de ma part. Alors, que dois-je faire? Changer mon évaluation. Cette personne est égoïste. Elle n'aimerait pas recevoir de retour. Pas de problème. Si ton évaluation est parfaite, ton attente est la bonne attente. Aucune déception, aucun stress. Donc, dès aujourd'hui, si nous faisons cet exercice utile d'évaluation, nous pouvons avoir de meilleures relations et nous pouvons l'appliquer à tout. Nous pouvons l'appliquer à la nature des affaires dans un pays. Nous pouvons l'appliquer à la bourse. Nous pouvons l'appliquer à la météo. Mais surtout, nous devrions aussi l'appliquer à nous-mêmes. Évaluez-vous. Sinon, nous devenons dans le jugement. Nous devenons critiques, nous devenons impatients. Voilà où j'en suis. Et sans aucun doute, le Vedanta nous donne une idée de là où je pourrais être. Cela va prendre du temps. Évaluez-vous. Je suis en cours d'évolution. Voilà où j'en suis. Alors, accepte-le. Et lorsqu'il y a acceptation, alors tu peux t'adapter et utiliser ta nature pour avancer pas à pas. Donc, les mêmes principes, cher Père, s'appliquent à nous-mêmes. L'art de la relation, c'est se connaître soi-même, connaître l'objet de la relation et constamment, au fur et à mesure que nous nous relions, observer la nature de l'objet. Plutôt que de les voir comme nous aimerions qu'ils soient, vous voyez votre fils tel qu'il est, pas la version dans votre tête, pas la version idéale que vous aimeriez qu'il soit. Alors il y a connexion, alors il y a communication. C'est cela, l'art de la relation. Et maintenant, nous ouvrons la séance à vos questions. Nous allons prendre les questions qui ont été soumises. La première question est la suivante. En quoi faire un effort pour se rapprocher des gens est-il différent de laisser les gens vous traiter mal? Donc, lorsque vous décidez de laisser les gens vous traiter mal, c'est parce que nous n'avons pas posé de limites. Nous n'avons pas clairement montré dans notre façon de réagir, dans notre façon d'interagir, que nous ne tolérerons pas qu'on nous parle sur ce ton. Nous ne serons pas ouverts à cela. Donc, dans notre réaction envers la personne, si nous voulons faire comprendre que ce comportement n'est pas acceptable, nous devons élaborer une stratégie relationnelle. Donc, si une personne élève la voix contre vous, alors la stratégie relationnelle, que devrait-elle être? Maintenant, si nous restons silencieux, la personne continue d'élever la voix contre vous, parce que pour elle, elle comprend qu'elle peut le faire. Alors vous vous dites, d'accord, je vais élever la voix moi aussi. Et puis cela devient une dispute. Ça s'envenime. De temps en temps, cela pourrait être une stratégie, où vous pourriez décider, d'accord, laissez-moi les surprendre et élever la voix. Et ils sont surpris, ils sont sous le choc. Mais je ne le recommanderais pas. Peut-être, et cela dépend de la nature de la personne, donc nous n'avons pas de détails précis, alors je donne l'idée générale.
Cela pourrait être quand la personne commence à élever la voix, éteindre, arrêter. Intense. Désolé. Je ne peux pas communiquer à ce volume, veuillez m'excuser. Vous n'affrontez pas l'autre personne. Vous ne demandez pas à la personne de changer de comportement. Vous ne critiquez pas l'autre personne. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Excusez-moi. Cela oblige l'autre personne à commencer à vous évaluer. Je ne peux pas parler à cette personne de cette façon si je veux avoir une conversation avec elle. La chose la plus simple, c'est que si vous ne voulez pas entretenir de relation avec une personne qui vous traite mal, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais alors, allons-nous couper les ponts avec tout le monde dans nos vies? Donc, nous prenons en compte ces aspects quand une personne devient émotive, quand une personne s'énerve, et nous nous assurons d'être prêts à cela et de savoir comment nous comporter dans cette situation, afin de ne pas recevoir ce genre de traitement. Dans chaque relation, nous devons fixer un minimum et un maximum. Ce avec quoi nous pouvons vivre et ce qui ne vaut tout simplement pas la peine de faire des efforts pour entretenir la relation. Et lorsque nous sommes clairs à ce sujet, nous sommes capables de nous adapter et de rencontrer la personne en conséquence. Donc, vous comprenez qu'une personne est très émotive. Alors, vous lui laissez un peu de marge. Vous avez compris que l'émotion prend le dessus. Mais vous comprenez aussi quand l'émotion arrive. Je sais comment la personne va se comporter. C'est le moment de s'éloigner. Laissez à la personne l'espace nécessaire pour que l'émotion retombe. Donc, vous savez aussi comment vous adapter et évaluer la situation. Et avec ces petits ajustements, vous n'avez pas besoin d'abandonner la relation parce que vous en retirez tellement d'aspects positifs. Et c'est cela pour chaque aspect négatif ou chaque chose que l'on n'aime pas. Le comportement que nous expérimentons ne signifie pas que nous devons mettre fin à la relation. Et c'est là que, grâce à une évaluation intelligente et à l'adaptation, nous pouvons changer la qualité de la relation. Je vais vous donner un exemple. Une femme se plaignait que son mari, chaque fois qu'il lui demandait son avis, s'il donnait 2 choix, disait « Chérie, qu'est-ce qu'on devrait prendre pour la cuisine? A ou B? » Elle répond « Oh chérie, j'aimerais beaucoup prendre A. » Il dit « D'accord, super, on prendra B. » Le lendemain, il revient et dit « Où penses-tu qu'on devrait aller en vacances? A ou B? » Cette fois, elle dit B. Il dit « Super, on va choisir A. » Comment vais-je pouvoir vivre avec cette personne? Ils ne respectent pas ma décision. Tout ce que je dis, ils font le contraire. Évaluation simple. Adaptation. Tout ce que votre partenaire vous présente, il fera le contraire. Donc, si vous voulez ce que vous voulez, dites-lui le contraire de ce que vous voulez. Aucun problème par la suite. Question suivante. La deuxième question est en quoi l'évaluation et la mise en relation diffèrent-elles de la manipulation? Donc, la manipulation, c'est quand vous agissez dans un but égoïste. Vous le faites pour une fin personnelle. La communication, c'est lorsque vous parlez la langue que cette personne comprend. Donc, vous le faites pour la relation, pour la connexion. Maintenant, on dit souvent que la manipulation, c'est quand on n'est pas fidèle à soi-même. Mais examinons cela, car c'est quelque chose comme ceci. Si l'autre personne parle allemand et que vous parlez anglais et que vous connaissez l'allemand, mais que votre langue maternelle est l'anglais, alors que faites-vous? Vous dites « je vais rester fidèle à moi-même. Je vais parler ma langue maternelle. Je vais parler ma première langue, l'anglais. » À qui? À l'allemand, qui ne connaît pas l'anglais. Et vous parlez anglais? Pourquoi? Parce que je dois être fidèle à moi-même. Très bien. Aucune communication. Aucune relation. Mais si vous connaissez la langue, si vous savez parler allemand, si vous parlez allemand à l'allemand,
il y a connexion. Vous parlez la langue qu'ils comprennent. C'est ce qu'on appelle établir une relation. Ce n'est pas être infidèle à soi-même. C'est utiliser ses compétences pour communiquer avec l'autre personne. Dans quel but? Pour faire passer un message, pour faire comprendre votre point de vue. Peut-être que non, vous n'êtes pas forcément une personne émotionnelle par nature. Mais si vous parlez à une personne émotionnelle, comment faites-vous passer un message? Elle ne comprend pas la logique. Donc, nous devons rencontrer la personne là où elle se trouve. Alors, vous parlez avec l'émotion que vous connaissez. Oh, allez, fais-le pour moi, s'il te plaît. Mais si vous leur donnez de la logique, vous dites « Regarde, si tu fais ça, ça t'apportera des bénéfices, ça augmentera ton énergie. » Comment? Parce que ça ne fonctionne pas pour eux. Mais si vous faites appel à l'émotion, ça marche. Donc, ce n'est pas de la manipulation. C'est parler la langue que l'autre personne comprend. Troisième question. Les adolescents ont-ils besoin d'une formule spéciale différente pour établir une relation? Je suppose que cette question vient d'un parent. Le défi auquel les parents sont confrontés avec les adolescents, c'est qu'ils sont à cette étape intermédiaire où ils ne sont plus des enfants. Un enfant, c'est quand on a l'esprit complètement ouvert et qu'on a besoin des conseils des parents. À partir de 8 ans, l'intellect commence à émerger et c'est là que l'enfant est censé amorcer sa transition vers l'indépendance. Donc, ce qui commence à se passer, c'est que maintenant que l'enfant peut commencer à penser par lui-même, à tirer des conclusions avec son intellect, il commence à remettre en question notre direction ou celle des parents. Et si nous essayons de continuer à simplement donner des instructions, il commence à contester ces instructions. Mais nous pensons que le rôle des parents est de donner constamment des instructions, de guider sans cesse. Votre temps consacré à la guidance devrait être minimisé. C'est pendant ces années impressionnables. Maintenant, nous devons les traiter comme des adolescents dotés d'un intellect. Nous devons donc donner des explications. Nous devons apporter de la logique. Nous devons, plutôt que de leur dire quoi faire, parce qu'ils se rebellent contre les instructions, ils se rebellent contre la supervision constante, décider de ce qui est vraiment important à leur dire. Mais si vous leur dites tout ce qui vous passe par la tête, l'adolescent ne le supportera pas. En fait, cela créera des conflits. Donc, la façon de se rapporter à un adolescent est de comprendre ce qu'il traverse. Quelle est leur nature? Comment vont-ils réagir? Pas seulement un adolescent. Comment n'importe qui réagirait-il à autant d'instructions? Essayez de limiter les instructions au moment où c'est crucial. Et même dans ce cas, abordez-le avec précaution. Dans le sens, j'ai remarqué quelque chose. Serais-tu ouvert à un retour? Si tu es ouvert à un retour, je peux le partager. Mais si tu ne l'es pas, ce n'est pas grave. Maintenant, que tu sois ouvert ou non, j'ai quelque chose à te dire. Mais si la personne n'est pas prête à recevoir ce que vous avez à dire, cela n'a pas l'effet escompté. En fait, cela produit l'effet inverse. Si vous constatez que l'enfant est réceptif, vous pouvez tout à fait partager. Si l'enfant n'est pas réceptif, on ne fait qu'empirer les choses. La menace, la peur, les instructions, tout cela devrait être le dernier recours pour interagir avec un adolescent. Au lieu de cela, provoquez-les plutôt, posez des questions qui les amènent à réfléchir et, espérons-le, à arriver à la conclusion qui est la meilleure pour eux. Nous sommes dans un domaine où les émotions entrent en jeu. Comment savoir si vous évaluez correctement l'autre personne? Dans un domaine où nous sommes émotifs et où l'autre personne peut aussi l'être, où nous sommes émotifs. Et nous en avons parlé dans le cours sur l'objectivité.
Soyez méfiant envers votre propre évaluation. Parce que nous sommes émotifs, notre évaluation peut être incorrecte. Nous voyons la situation à travers le prisme de notre désir. Nous la voyons à travers le prisme de notre émotion. Donc, il se peut que nous ne voyions pas réellement la personne telle qu'elle est. Nous sommes très en colère contre elle. Alors nous ne voyons que ses pires aspects. Nous constatons cela avec la famille. Quand on est fâché contre la famille, tous les griefs accumulés pendant des années refont surface, tous les cas négatifs. Et dans ces moments d'appréciation, tous les aspects positifs que vous avez en tête ressortent aussi. Ils surgissent immédiatement. C'est un biais. C'est un biais émotionnel. Et c'est là qu'il est utile d'avoir cette fiche d'évaluation remplie, peut-être quand nous ne sommes pas dans l'émotion, et où nous pouvons la consulter et voir les deux côtés. Oui, la personne est comme ceci, elle est aussi comme cela, elle apporte ceci, elle ne répond pas à cela, mais vous avez fait ce travail. Quand vous êtes calme, posez. Et si vous êtes très émotif et que vous devez prendre une décision concernant quelqu'un qui vous est proche, que vous ne savez pas comment l'évaluer. Consultez quelqu'un qui a un intellect supérieur, qui est objectif dans la situation et qui connaît la nature de l'autre personne. Ce que nous faisons généralement, c'est que nous allons parler à quelqu'un de la personne avec qui nous avons des difficultés. Mais l'image que nous donnons de cette personne est influencée par notre propre biais. Ainsi, cette personne, même si elle est intelligente, ne peut pas nous aider car son jugement est influencé par la représentation de cette personne. Le conseil est donc d'attendre l'émotion. Pour se calmer, ensuite, procéder à l'évaluation. Et si possible, s'il y a dans notre vie quelqu'un qui possède une intelligence supérieure et qui connaît un peu l'autre personne, cette personne peut apporter un éclairage nouveau et une certaine vérité sur la situation. Dernière question. Que faites-vous lorsque votre évaluation d'une personne s'avère erronée et vous ne savez pas comment vous vous êtes trompé? Et que devez-vous faire pour une nouvelle évaluation afin de pouvoir établir une relation? Donc, si nous regardons ce schéma où tout commence mal, l'absence d'évaluation ou une mauvaise évaluation conduit à des attentes déraisonnables, ce qui mène à la déception et au stress. Donc, lorsque vous dites que nous nous sommes trompés sur la relation ou sur l'évaluation de la relation, cela signifie que nous avons rencontré un effet négatif. D'accord. Alors la question que nous pouvons nous poser est: quelle était mon attente déraisonnable? Qu'est-ce que j'attendais de cette personne qui ne s'est pas réalisée? Et cela pourrait être la question à se poser. Où me suis-je trompé dans ma façon de penser? Ou si je ne sais pas exactement où dans ma réflexion, que pourrais-je faire différemment? Pour changer le résultat, et cela signifie en résolvant et en identifiant l'évaluation, qu'est-ce qui concerne la compréhension de la personne? Comme nous l'avons dit, le tigre est féroce, le chiot est mignon, inoffensif dans l'évaluation. Que devons-nous changer? C'est donc là que nous pourrions procéder par essai et erreur pour trouver la bonne approche relationnelle, notamment avec les membres de la famille. Quelle stratégie fonctionne, quelle stratégie ne fonctionne pas? Mais comme nous n'abordons pas les relations de manière rationnelle et intellectuelle, nous ne tirons aucun enseignement des données. Nous ne tirons pas les leçons de nos expériences. Si vous avez la même dispute avec votre conjoint pendant 10 ans, qu'est-ce que cela signifie? Intelligence nulle. Nous ne réfléchissons pas. Nous ne voyons pas comment cela pourrait être fait différemment. Nous ne nous améliorons pas dans la situation suivante. Pourquoi? Nous n'utilisons pas les données. Nous avons maintenant tellement de nos propres données sur lesquelles réfléchir, mais vous avez aussi toutes les données des autres. Vous avez toutes vos autres relations familiales que nous pouvons prendre en compte et nous pouvons accélérer le processus. Tout ce travail relationnel, nous pouvons le maîtriser. Mais nous n'utilisons pas l'intellect.
Donc, la nécessité et le besoin essentiel du moment présent consiste à développer notre intellect. Et nous devons donc trouver un moyen concret afin d'y parvenir. Pas une séance de sagesse du dimanche, 1 heure par semaine, mais une pratique quotidienne consistant à intégrer ces pensées en nous, à les laisser remuer, être provoquées et à opérer ces micro-changements dans notre perspective. Alors, où se trouve cette demi-heure dans votre journée que vous consacrez à changer vos pensées? Ce que je recommanderais, c'est le programme d'apprentissage en ligne du Vedanta. Il est proposé par l'auteur du livre, où il explique en fait, paragraphe par paragraphe, non seulement ce premier livre, La chute de l'intellect humain, mais les 12 livres. Cela prend 3 ans à l'Académie Vedanta, mais en ligne, vous pouvez le faire beaucoup plus rapidement. Et vous avancez simplement dans l'ordre, conférence après conférence, en allant de plus en profondeur dans le sujet. Regardez pendant une demi-heure, réfléchissez quelques minutes, puis passez à la conférence suivante. C'est tout. Et si vous n'êtes pas encore prêt pour le cours en ligne, je vous conseillerais d'utiliser les anciennes sessions Sunday Wisdom. Les enregistrements sont ouverts et accessibles à tous. Profitez-en, mais continuez à entretenir ces réflexions dans un format structuré. Alors, merci à tous de nous avoir rejoints cette semaine pour Relating. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour parler du succès. Merci.